Alors oui, il me demande de continuer. Donc l'influence du poids, de la nutrition et de l'activité physique sur la fertilité féminine. Puis nous aurons Éric Laménière qui travaille pour Fab Life et qui est docteur en sciences et qui nous proposera de résumer les supplémentations pour la femme infertile. Ensuite, nous aurons 15 minutes de questions que vous pourrez poser. Donc, on fera les questions à la fin pour les deux C'est topos, quoi? questions d'organisation. Et puis, un petit mot de conclusion et la soirée sera terminée. Et je donne tout de suite la parole à Rachel Lévy. Merci François. Pour éviter tout problème, je suis bien chef de service de biologie de la reproduction. Oui, Voilà, oui. pas de souci. Pardon. Voilà. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que un mode de vie qui est inadapté va avoir un impact non seulement sur la qualité des gamètes, spermatozoïdes, on en a déjà parlé, et ovocytes, mais aussi sur le conceptus, sur l'embryon et au-delà de l'embryon, sur la santé future de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est le concept de DOAD, origine développementale de la santé et des maladies de l'adulte, ou POAD maintenant, qui va s'intéresser plus spécifiquement à l'homme. Alors, il y a des données, et vous les connaissez tous, donc ça va aller très vite. On sait depuis Ramlo Hansen que à la fois l'obésité masculine et féminine augmente le risque d'infertilité. On sait aussi que dès que le BMI est supérieur à 25 pour l'homme, il y a un impact sur la qualité de l'ADN et sur des paramètres spermatiques. Et de la même façon, au-delà de 25 chez la femme, vous savez tous qu'il y a des troubles de l'ovulation, que ça allonge la durée de le temps nécessaire pour obtenir une grossesse et que par la suite vont advenir des complications. Ce qui est plus nouveau et ce qui fait plutôt le buzz, c'est ce concept de 1000 jours, ce concept de DOAD et de POAD, qui nous dit que finalement, on commence… Ce sont les 9 premiers mois de notre vie qui ont lieu à l'intérieur de l'utérus, qui vont ensuite avoir un impact sur le reste de notre existence. Et ce que vous voyez, c'est le rapport de la commission des 1000 premiers jours qui date de septembre 2020. Et ça, c'est vraiment très, très important en termes d'engagement des politiques. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, grosso modo, 80% des couples en désir d'enfant ont une alimentation inadéquate. Alors, alimentation, ça ne veut pas dire que le poids, ça ne veut pas dire que le type de régime que l'on va manger ou ce qu'on va mettre dans l'assiette, c'est tout ensemble. Et c'est un élément qui est tellement important, c'est tellement fort que 2 revues que vous connaissez tous très bien, je suis sûre que c'est vos livres de chevet, The Lancet et Fertile Stérile, ont consacré en 2018 2 numéros spéciaux, 2 revues de la littérature que sur ces sujets. À droite, The Lancet, l'impact du mode de vie en préconceptionnel sur la santé future des individus. À gauche, Fertile Stérile, toute une revue, elle est vraiment très très bien faite, de l'alimentation de l'homme et de la femme sur la fertilité et sur la descendance. Donc, c'est important. Alors, très rapidement sur poids et obésité, ça vous le connaissez très bien. Je vous ai cité Rittenberg de 2011, mais vous avez bien sûr d'autres études qui vont toutes dans le même sens. Au-delà de un BMI de la femme supérieur à 25, entre 25 et 29,9 ou au-delà de 30, eh bien dans tous les cas, on va avoir une diminution, et oui, ça craint, des grossesses cliniques, des naissances vivantes et évidemment, en corollaire, une augmentation des fausses couches. Alors Rittenberg, c'était en 2011, mais depuis, il y a Nathalie Sermondade qui a élargi, vous le voyez, son champ d'action avec une méta-analyse de 21 études et qui conforte le fait qu'il y a une diminution des naissances vivantes en chez les femmes obèses, et ça, de façon plus fine et plus intéressante, on va un petit peu plus loin pour dire que le pronostic est moins bon et défavorable lorsque l'obésité est associée à un syndrome des ovaires polykystiques. Toutes les obésités ne se valent donc pas. En termes de mécanismes, eh bien, vous connaissez tous les déséquilibres hormonaux, le stress oxydatif, bien sûr, l'inflammation, on travaille beaucoup sur ces biomarqueurs, les adipocytokines, mais là où on va nous travailler aujourd'hui, ce sont sur les marques épigénétiques. Pourquoi? Parce que la méthylation d'ADN, les modifications des histones et les MIR, ces micro-RNA, eh bien, ils vont pouvoir transmettre des informations à la génération suivante. Et donc, vous voyez qu'on a 2 objectifs. Un, l'infertilité et à plus long terme, la santé des individus.
Alors, est-ce que la perte de poids peut être efficace? Ça aussi, vous le savez. Vous savez que très rapidement, on a un bénéfice et que ce bénéfice, on peut le voir même sur une perte de poids modérée. 5 kilos ou 10% du poids total vont être bénéfiques. Pourquoi? Améliorer l'insulinorésistance, le profil hormonal, améliorer les cycles menstruels, améliorer les taux d'ovulation, plus de grossesse spontanée, meilleure réponse en FIV, plus de grossesse et tout cela, bien sûr, ça peut être très rapidement efficace. Par contre, lorsque l'on regarde les RCT, les études randomisées et contrôlées prospectives, finalement, on reste un petit peu sur notre faim. Vous voyez, c'est deux grosses, avec des publications quand même dans New England Journal of Medicine et Human Reproduction, c'est pas rien. Bon, les effectifs, on aimerait plus, mais c'est déjà pas mal quand même, 300 dans chaque groupe pour l'un et l'autre 160,283, mais non, finalement, ça n'améliore pas et on reste un petit peu déçu sur ces RCT. Donc, pas d'amélioration. En termes de nutrition, là encore, il y a vraiment un engouement et de plus en plus d'équipes qui travaillent là-dessus. Alors, nous, notre référence, c'est Eric et Régine Stiger-Tenissen, Erasmus, à Rotterdam. Ils ont une expérience extraordinaire. Ça va faire 10 ans, plus de 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Et donc, ils proposent maintenant sous la forme d'outils digitaux, d'applis qui s'appellent Smarter for Pregnancy, une prise en charge alors du couple, et ça c'est très original, de l'homme mais de la femme, avec un suivi qui permet d'être efficace en termes de changement de comportement de mode de vie, et vous allez voir même en termes médico-économiques, parce que ça va faire améliorer le mode de vie, et oui, ça peut faire des économies. Donc, l'étude que l'on connaît le mieux, alors ça, on est tous fans, 18 555 femmes mariées que l'on suit dans le cadre de la cohorte des infirmières, et c'est Chavarro qui suit avec beaucoup d'intérêt ces femmes. Et bien, lorsque on s'intéresse au risque de troubles de l'ovulation, vous voyez que c'est aujourd'hui possible de proposer des recommandations très claires, très précises, avec un impact attendu sur les glucides, sur les lipides, sur les protéines, sur les folates, sur le fer et sur les compléments alimentaires. Et cet article de Chavarro, qui date déjà de 2009, il nous est bien sûr extrêmement précieux. On peut aller plus loin en regardant un petit peu au niveau des vitamines. Toutes les vitamines sont impliquées dans la gamétogénèse, deux en particulier que vous connaissez là encore très bien. On sait tous l'importance de la vitamine B9. On sait qu'elle augmente les taux de grossesse et les taux d'implantation. On sait aussi que cette vitamine D est très précieuse. Il y a des récepteurs sur l'ovaire et l'endomètre. Ça a un rôle sur l'ovulation, le transport de l'ovocyte, sur le développement de l'endomètre, et il y a même un impact sur les taux de FIV, les taux de grossesse en FIV. Après, ça, c'est une autre étude, PHRC à l'IFER, et on a pu comparer les hommes et les femmes fertiles et infertiles. Et en ce qui concerne les femmes fertiles, je vous livre nos résultats où on montre qu'il y a une différence significative entre fertiles et infertiles, entre les femmes fertiles et les femmes infertiles en termes de vitamine A, de vitamine E, de lycopène. Et donc, vous voyez en dessous tout à quoi que cela correspond en termes de régime alimentaire. Donc là, vraiment une avancée importante qui différencie les hommes et les femmes fertiles et infertiles. Des études d'intervention qui montrent que dans le cas de l'infertilité inexpliquée, eh bien, le fait d'apporter des antioxydants, ça peut raccourcir le time to pregnancy, ça peut accélérer la survenue d'une grossesse. Alors nous, on travaille aussi, vous le savez, alors on ne parlera pas du sommeil, on travaille dessus, mais là, on travaille aussi sur l'activité physique dans l'équipe. Et donc, il y a des données dans la littérature. Vous voyez les premières données de 2014, l'étude de Palomba, qui montre en effet qu'une activité physique régulière, c'est bien, c'est bénéfique, ça augmente les taux de grossesse et les taux de naissance. Nous, toujours dans notre étude à l'IFER, on a montré que la sédentarité, c'est mal et que c'est un élément de différence significative entre les femmes fertiles et infertiles. Mais je vous livre cette méta-analyse récente de Human
Reprod Update de 2019 qui clairement montre, et cette fois on est sur des RCT. Alors il y a deux éléments des RCT qui sont particulièrement nets. Vous voyez bien qu'on est très très décalé et qu'on a aujourd'hui des preuves que l'activité physique peut réellement augmenter les taux de grossesse chez nos patientes. Et ça, c'est un élément, je crois, qu'il faut vraiment qu'on intègre dans nos prises en charge. Alors, pour résumer cette partie, trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien non plus. Et donc, comme d'habitude, il faut un juste équilibre et pour l'homme et pour la femme. Alors, pour terminer, il y a beaucoup d'interventions. Là, je vous ai mis quelques-unes, sont des RCT, mais pas tous, qui vont aller évaluer l'impact d'intervention sur le mode de vie, sur la fertilité. J'en ai sélectionné quelques-unes. Vous allez voir, c'est un petit peu toujours le même nom. Il y a d'abord l'équipe de McLeod, Nick, qui est très en avance là-dessus. Là, vous voyez, il a regardé ce que donnait le fait d'intégrer un régime méditerranéen sur le développement embryonnaire humain via un time-lapse et on note un impact. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. À nouveau, c'est un RCT en prospectif. Moi, j'aime beaucoup Tessie Butt. Alors, Tessie, elle est en Belgique et là, ce que vous voyez, en fait, c'est la description du protocole qui est en cours. Elle nous l'avait présenté à l'Echereux et sa vision est assez proche de celle qu'on a et donc, ça s'appelle Pré-Life et on attend bien sûr avec beaucoup d'intérêt les résultats. Donc, l'idée, c'est d'intégrer le mode de vie dans la prise en charge et on va jusqu'à la grossesse clinique. Ça, c'est Pepsi, c'est notre PHRC, on pourra en discuter, qui malheureusement n'a pas permis d'aller jusqu'au bout de ce que l'on voulait faire. Et donc, c'était à peu près le même concept que Tessie en Belgique, c'est-à-dire une prise en charge personnalisée, holistique du couple, avec une prise en charge en termes de nutrition, d'activité physique, addicto et psychologue. Tout ça étant bien évidemment offert en France dans le cadre d'un PHRC national. Et donc, pour ce faire, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Vasi. Donc, l'étude est terminée. Les résultats, on va pouvoir publier ces résultats, mais on a déjà publié le protocole, comme vous avez pu le voir. Enfin, et surtout, je vous ai parlé de médico-économique et en 2021, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cet élément. Je vous livre l'article très récent de l'équipe de Stigers-Tunissen, c'est Eric et Régine, dont je vous ai parlé à Erasmus. Alors, eux, ils ont colligé les résultats qui existent déjà des études RCT sur le mode de vie et voilà ce qu'ils montrent. Ils montrent qu'en termes médico-économiques, eh bien, il y a une efficacité de chacun de ces modes de vie, de ces interventions. Alors, il y a le tabac, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a aussi le mental, l'aspect psychologique. On n'en a pas parlé, mais le stress, bien sûr, intervient. Eh bien, dans chacun des cas, les grossesses spontanées obtenues avec ce type d'intervention sont beaucoup plus efficaces que les FIV, les ICSI et les IUI. On va bientôt être tous en retraite, à la retraite grâce à ces interventions. Ça continue avec l'effet sur les complications pendant la grossesse et là encore une efficacité. Et on termine avec l'aspect médico-économique qui démontre clairement l'efficacité de ces méthodes en termes de coût global et ça c'est très intéressant aussi. Voilà, pour terminer, eh bien, différents types d'interventions. On a parlé du poids, on a parlé de l'alimentation. Bien sûr, on n'a pas abordé la question des toxiques, mais tout cela doit être intégré. Une activité physique régulière et modérée. Avec Eric, on va aborder la question suivante, des antioxydants. Et puis pour ça, des outils. Très important pour nous, il y a l'aspect face-to-face, le côté coaching personnalisé. Les outils connectés aussi, bien sûr. Alors, important de considérer la femme, on est là pour ça, mais aussi l'homme. Le couple, c'est l'entité à laquelle on est aujourd'hui confronté. Demain, cela changera, mais pour l'instant, c'est le couple. Et ces deux notions dont je vous rappelle l'importance, l'idée que cette santé préconceptionnelle va avoir un impact sur la santé future de nos enfants et de nos générations, que ce soit via l'ovocyte ou via
le spermatozoïde. Et pour terminer, donc je vous présente aujourd'hui le score d'infertilité qui est développé par notre équipe. C'est Guillaume Bachelot avec l'ensemble de l'équipe qui a réussi, grâce aux données d'Alifer et à l'intelligence artificielle, de proposer un score avec une approche de couple qui, grâce à différents biomarqueurs intégrés, vont permettre de différencier les couples fertiles des couples infertiles et même, et nous sommes dans cette approche aujourd'hui, de pouvoir orienter les professionnels vers le type de prise en charge thérapeutique, insémination ou FIV ou ICSI, et même d'évaluer peut-être les chances de grossesse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Rachel, merci beaucoup. C'était d'une clarté limpide et très intéressant, je trouve. Donc, je vous rappelle que nous avons prévu de garder les questions ou les commentaires pour la fin de la réunion. Et maintenant, je vais donc passer la parole à Éric Laménière qui va nous parler de quelle supplémentation pour la femme infertile. Éric, c'est à toi. Alors moi, je vais vous parler de la supplémentation et de la place de la supplémentation dans une stratégie de prise en charge justement des femmes infertiles. Diapo suivante, voilà. Alors, je vais commencer par une étude. Alors, j'aurais pu prendre l'étude Alifert, évidemment, de Rachel, mais j'ai pris cette étude de Gaskins, qui est effectivement avec Chavarro. Enfin, c'est des gens aux US qui travaillent beaucoup sur la fertilité et les menus. Et cette étude, à la fois, est très récente, 2019, et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'équipe a regardé les résultats sur les grossesses cliniques, les naissances vivantes et sur les taux d'implantation, mais en faisant suivre 3 types de régimes différents. Comme Rachel l'a expliqué, il faut effectivement, pour optimiser ses chances de fertilité, il faut avoir un bon régime. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette étude, c'est qu'en fait, on regarde que les résultats les meilleurs pour la fertilité, ceux que j'ai entourés en rouge, ce n'est pas ceux qui sont avec finalement un régime bonne santé, qui est celui du bas. Ce n'est pas un régime méditerranéen qui d'habitude est considéré comme quelque chose de bien, mais c'est vraiment un régime qu'ils ont appelé pro-fertilité. Et la particularité de ce régime pro-fertilité, évidemment, on le connaît, ce n'est pas beaucoup de pesticides, céréales complètes, et c'est surtout une forte supplémentation en folate, en vitamine B12 et en vitamine D. Ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que disait Rachel. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'un régime alimentaire normal, finalement, on arrive à une sorte d'impasse alimentaire parce qu'un régime normal n'arrive pas à fournir de manière quotidienne les quantités, notamment pour ces nutriments. D'où l'intérêt de la supplémentation, qui vient justement là, qui revient au sens originel du terme supplémentation, on vient vraiment pour compléter ce que la nutrition ne peut pas appeler, au-delà de la petite mention légale qu'on est obligé d'écrire sur les boîtes. Diapo suivante. Voilà, donc effectivement, le régime pro-fertilité, c'est quoi? C'est des choses assez classiques, mais justement, c'est cet apport en B9, B12, en zinc, en sélénium et en antioxydants. Encore une fois, tout à fait cohérent avec ce que vient de nous dire Rachel. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, quand on parle de supplémentation, je dirais on peut faire 2 grandes catégories. Il y a tous les micronutriments et oligoéléments qui sont indispensables à la fertilité. Alors, on les appelle essentiels. Alors, pourquoi ils sont indispensables? En fait, on s'est rendu compte que notamment chez les femmes infertiles, ces nutriments manquaient, soit dans le sang, soit au niveau du liquide folliculaire. Donc, en fait, ce sont des nutriments qui sont dits essentiels parce que s'ils ne sont pas en quantité suffisante, eh bien, on a un lien évident avec l'infertilité. Alors, encore une fois, il n'y a aucun scoop dans ce que vous lisez ici. C'est la B6, la B9 et la B12 qui ont un effet synergique. Aussi un papier de Gaskins, la vitamine D évidemment, et puis dans les oligo-éléments, je crois que les plus importants dans le sens où s'ils adviennent à manquer, on a plutôt, il y a plus de probabilité pour avoir une infertilité. L'iode, sélénium et zinc, encore une fois, tout ça est extrêmement classique. Par contre, diapo suivante, se pose la problématique ou l'intérêt d'une sorte de supplémentation, je dirais, préventive. Là, elle a un intérêt qui est, entre guillemets, plus discutable. On arrive à trouver dans la littérature, en fait, qu'il est intéressant de supplémenter les femmes, notamment pour être certain que leurs besoins sont couverts pour ces micronutriments essentiels. Et on a quelques bénéfices cliniques que je vous ai mis. On arrive à avoir un taux de conception un petit peu plus élevé, une durée pour concevoir qui est légèrement baissée. Ces articles sont assez anciens. On a aussi un taux de fécondité.
et puis un peu moins de douleur. Et ce qui est plus important aussi, encore un papier de Gaskins qui revient très très souvent, c'est un autre papier où on voit en fait que la vitamine B9 en l'occurrence est vraiment très très intéressant, une supplémentation assez importante, 3 fois, 4 fois la quantité recommandée pour l'alimentation, permet de lutter contre les effets délétères du stress oxydatif en lien avec la pollution. Donc voilà, je dirais la supplémentation pour les micronutriments dits essentiels a des petits effets cliniques, et je pense qu'en termes de perte d'opportunité, ça peut être intéressant de supplémenter une femme pour être certain que tous ces micronutriments, son alimentation les apporte bien, même si on est bien d'accord qu'il n'y a pas de grande carence, à part peut-être pour la B9, pour les microéléments donnés. Diapo suivante. Voilà. Par contre, dans les substances que l'on trouve dans l'alimentation, il y a des molécules biologiques qui sont extrêmement intéressantes et qui sont apportées par la nutrition, mais qui sont apportées en toute petite quantité par la nutrition, même si, encore une fois, individuellement, ces molécules sont, je veux dire, c'est quasiment des effets de médicaments. Je vous en ai sélectionné certains, la liste n'est évidemment pas exhaustive. On a la carnitine, le coenzyme Q10, les inositols, on reviendra dessus, les antioxydants et le resveratrol en particulier. Ça, c'est encore une fois, ce sont des éléments qu'on peut retrouver dans l'alimentation, mais apportés dans des quantités trop faibles pour vraiment avoir un effet sur la fertilité. D'où l'intérêt, encore une fois, de supplémenter les patients dans ces produits-là. Donc, j'ai fait un petit zoom sur la diapo suivante. Sur les inositols. Alors, les inositols, en réalité, alors, inositol, c'est un mot un petit peu générique. En réalité, il y a 9 stéréoisomères. Vous les voyez, c'est synthétisé. Le corps en fabrique plusieurs grammes, essentiellement au niveau des reins et du foie, un petit peu au niveau de la glande mammaire et testicules, mais c'est surtout reins, foie. On en fabrique quelques grammes et on en a besoin de 15 à 20 grammes par jour. Donc, on est obligé d'avoir un apport exogène d'inositol. Deux molécules principales, le myoinositol qui leur représentait 90% de ce que l'on a dans le corps, et une autre molécule qui est juste un épimère, qui est un stéréoisomère, pardon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas écrit trop petit, et qui, en termes de synthèse, de biosynthèse, en réalité, est fabriqué à partir du myoinositol. Et il y a une épimérase qui est sous le contrôle de l'insuline, on reviendra dessus, parce que ça a un intérêt, notamment dans le mécanisme du SOPK. Les sources alimentaires sont connues, c'est les phytates. Les phytates, finalement, c'est rien d'autre qu'une molécule de myoinositol avec un acide phosphorique branché sur chacun des oxygènes. Les phytates ont très mauvaise réputation, notamment chez les nutritionnistes véganes et autres, parce qu'ils sont supposés chélater les métaux. J'ai trouvé aucune étude clinique le montrant, donc en fait, malheureusement, alors vous savez, on dit qu'il faut laver les légumes, etc., pour enlever justement l'excès de phytates. Le souci, c'est que dans l'alimentation moderne, moins en moins de fibres et de moins en moins de phytates, et du coup, l'apport principal en myoinositol est extrêmement faible aujourd'hui. Les effets systémiques, vous les connaissez, des inositols, je dirais, avec des effets. Alors, c'est des molécules qui se ressemblent chimiquement, mais qui ont des effets qui sont même parfois opposés. Donc, ils peuvent être très intéressants, vous allez voir. Globalement, le myoinositol, c'est surtout tout ce qui est absorption du glucose. Donc, on va le trouver dans les organes qui ont besoin de beaucoup d'énergie, puisque ça va capter le glucose. Donc, c'est vraiment les cellules qui ont cette consommation importante, beaucoup de mitochondries. Évidemment, les ovocytes en phase de maturation et les embryons au début. Le déchiroinositol plutôt est lié plutôt au stockage du glucose. Donc, on va le trouver dans le foie notamment pour tout ce qui est stockage avec le glycogène. Ce que l'on sait sur ces deux molécules, d'un point de vue pharmacologique, l'effet systémique, ce sont vraiment des molécules qui permettent de traiter les états de résistance à l'insuline. Et notamment, c'est des produits, alors il y a la metformine évidemment, mais c'est des produits qui sont très intéressants pour des gens qui ont une résistance à l'insuline qui commence à être installée, et aussi pour établir des profils métaboliques, tolérance au glucose et triglycérides. Donc ça, les deux molécules, je dirais, et le déchiroinositol, c'est celui qui a peut-être la plus grande activité. Diapo suivante. Au niveau de l'ovaire, je dirais, alors il y a ces effets, je dirais, un petit peu systémiques, mais il y a aussi des effets au niveau de l'ovaire. Le myoinositol, c'est un second messager de la FSH, et donc avec les effets qui sont écrits. Le déchiroinositol a une particularité assez intéressante, c'est que en fait, il diminue l'expression du gène de l'aromatase, qui va convertir la testostérone en estrogène. Et ça, en fait, c'est un mécanisme qui est vraiment assez central
Alors, ça a été expliqué par les équipes de Carlo Magno au début des années 2000, hein, c'était le paradoxe du DCI. En fait, il s'est rendu compte que quand on donnait une supplémentation en DCI, on avait des effets très intéressants sur le profil métabolique, mais qu'arrivé à un certain niveau, en fait, on avait une sorte d'effondrement au niveau de la fonction des ovaires. Et ça, en fait, ça s'explique par ce qui est un petit peu au-dessus, c'est que, et notamment, ça permet notamment d'expliquer un des mécanismes liés au syndrome des syndromes du SOPK, pardon, c'est qu'en fait, l'hyperinsulinémie en fait, va surstimuler cette épimérase. Cette épimérase va faire qu'on a une grande production de déchiroinositol, et il y a deux conséquences. C'est que le déchiroinositol, je vous rappelle, c'est qu'en fait, il bloque la fabrication d'oestrogène à partir de testostérone. Donc, on se retrouve finalement avec une élévation du taux de testostérone et une baisse des autres. Et c'est exactement ce que l'on retrouve chez les femmes SOPK. Deuxième chose, c'est que cette surproduction de déchiroinositol, notamment au niveau cellulaire et des ovaires, fait qu'en fait, on a une déplétion, ça s'accélère, une déplétion totale en myoinositol. Et le myoinositol est totalement indispensable pour les aspects énergétiques pour un ovocyte, notamment dans les dernières phases. Et notamment, c'est intéressant quand vous regardez les taux contenus dans le sang. À peu près, on a un rapport de 40, enfin une femme a un rapport de 40%, 40 divisé par 100 en faveur du myoinositol. Dans les ovaires, en fait, dans les ovocytes, on a un rapport de 100 pour 1. Et encore une fois, ça s'explique par ce besoin en énergie qui est très important. Et par contre, dans une femme souffrant de SOPK, on arrive à trouver un rapport inversé qui est de 0,2 pour 1. Et ça explique justement pourquoi, effectivement, ces femmes ont des pauvres qualités ovocytaires. Diapo suivante. Et effectivement, il y a des études qui ont quantifié, on se rend compte que la limite, elle est à peu près un rapport de 70 pour 1. Donc, les recommandations actuellement, quand on veut donner des inositol à des patientes, le DCI est très important, mais il ne faut pas en donner trop. Et la recommandation est de le donner dans une proportion de 40 pour 1, parce qu'il est important, notamment pour tous les aspects métaboliques. Là, je vous ai donné des effets cliniques, hein, alors des études sur le myoinositol, le déchiroinositol, les deux en association. J'ai dû identifier peut-être une cinquantaine d'études plus ou moins importantes. Là, je vous ai mis les plus importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un effet synergique avec la metformine. Il y a des effets aussi intéressants en association avec du clomifène. Ça va, entre guillemets, ça agit et on a des bons résultats. Ça va améliorer donc tous les aspects métaboliques, hormones reproductifs. On a des effets aussi sur la qualité des ovocytes et in fine sur les taux de naissance vivants, tant sur les femmes par des naissances naturelles que sur des femmes traitées en PMA. Et évidemment, inositol, c'est un petit peu aujourd'hui la référence pour tout ce qui est SOPK, femmes SOPK. Deuxième effet qui est un petit peu différent, qui n'est pas uniquement pour les femmes SOPK, c'est celles qui ont une faible réserve ovarienne. Et on s'est rendu compte que l'administration de myoinositol, c'est plutôt du myoinositol seul, permettait en fait de diminuer la dose requise de gonadotropine qu'on doit administrer dans les femmes en PMA. Donc ça, c'est un article tout récent qui a quelques semaines. Diapo suivante. La carnitine, comme le temps a passé, je vais aller très très vite. Vous connaissez la carnitine, c'est une molécule essentielle aux méthodes bioénergétiques, c'est aussi très important. C'est lié à la bêta-oxydation, c'est lié à tout ce qui est vieillissement ovocytaire, c'est lié au stress oxydatif. Et aujourd'hui, on a pas mal d'études, diapo suivante, qui démontrent qu'il y a vraiment des effets extrêmement intéressants pour donner ces antioxydants, Rachel en parlait tout à l'heure, avec des effets que vous savez lire, donc je ne vais pas vous les citer les uns derrière les autres, mais on a vraiment des effets, on va améliorer les paramètres, les paramètres en PMA et aussi en naissance naturelle, on augmente les taux d'ovulation, des taux de grossesse, donc c'est vraiment des molécules. Par contre, c'est des molécules qu'il faut donner dans des quantités plutôt de 1 à 3 grammes par jour pour avoir un effet intéressant. Donc, carnitine, pour son côté stress oxydatif et jouant, encore une fois, on est sur la bêta-oxydation, on est vraiment sur l'énergie de la cellule, sur la mitochondrie. Diapo suivante. Alors, le coenzyme Q10, qui est un antioxydant qu'on utilise aussi largement chez les hommes,
que là, je voulais représenter sous sa forme réduite, qui est sous sa forme oxydée, pardon, qui est l'ubiquinol, la forme réduite étant évidemment plus intéressante. Et là, on va effectivement avoir des effets assez intéressants sur tout ce qui est maturation des ovocytes, notamment des ovocytes entre guillemets de femmes, enfin âgées au sens âgées par rapport à l'âge reproductif, parce que de fait de son mécanisme d'action, on va un petit peu protéger du stress oxydatif, la maturation ovocytaire qui va se dérouler plus facilement, mais aussi le dernier, alors il y a des références à la fin sur toutes ces études, aussi chez les femmes plus jeunes qui ont justement un pronostic de réserve ovarienne qui est plus réduite. Diapo suivante. Voilà, donc je vous résume un petit peu finalement ce régime pro-fertilité. Donc on arrive à un régime effectivement riche en fruits, plutôt des poissons plutôt que des viandes, des graisses végétales plutôt qu'animales. Mais surtout, il faut à la fois un apport garanti pour ces nutriments essentiels, hein, que je ne vous recite pas, mais encore une fois, ils sont très très connus. Et encore une fois, suivant certains cas cliniques plus particuliers, on va avoir besoin d'un supplément. Pourquoi ? Pour apporter des antioxydants, coenzyme Q10, carnitine, vitamine C, sélénium évidemment, et aussi tout ce qui est en lien avec le SOPK, le poids, l'inositol, qu'on associe le chrome aussi est très intéressant, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais il y a pas mal d'études très intéressantes d'association chrome-inositol. Pourquoi ? Parce que le chrome va jouer sur tout ce qui est absorption en glucose, donc ça va vraiment avoir un effet, je ne sais pas s'il est synergique, mais au moins renforcer l'effet des inositols, soit pour la perte de poids, soit pour le SOPK, et évidemment avec un bénéfice secondaire sur le poids pour les SOPK associés à de l'obésité. Diapo suivante. Très rapidement, je vais vous montrer ce qu'on fait, le programme Fab Life, donc j'essaie d'aller très très vite. Donc le programme Fab Life, c'est ce programme, ce qu'on va associer, c'est justement une prise en charge alimentaire personnalisée, un accompagnement pour vraiment aider les patientes au quotidien à prendre les bonnes décisions, et une supplémentation adaptée. Pour tout ce qui est, en fait, comment on a fait BIMUM, on l'a fait avec tous les algorithmes nutritionnels que l'on a développés pour Biladi et validés dans une étude dont Rachel Lévy était l'investigateur principal sur l'homme. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reparamétré nos algorithmes pour trouver les quantités personnalisées de macronutriments pour une femme, alors qu'on l'avait fait pour un homme. Diapo suivante. Donc, le programme BIMUM ressemble énormément dans son concept. Après, les algorithmes sont différents, les supplémentations sont différentes. Un plan nutritionnel, on calcule semaine par semaine quel est le plan alimentaire pour un individu en fonction de qui il est. Une femme infertile, on prend ses taux d'hormones, etc. On a ces algorithmes qui vont calculer ce qu'on appelle Nutrilome, c'est des besoins individualisés en micronutriments. Tout ça, par nos algorithmes, est transféré en des plans nutritionnels. Ce que reçoit la patiente, c'est les menus pour la semaine. Une application évidemment qui permet de rentrer différentes données, d'avoir tout le transactionnel, du coaching avec des diététiciennes que l'on a formées à l'infertilité et des compléments alimentaires sur la diapo suivante. Les compléments alimentaires, en fait, on les a scindés en deux. On a un programme qu'on appelle essentiel, encore une fois, parce que les produits qu'ils apportent, c'est les produits qui sont considérés comme essentiels. Donc vraiment, ce sont des produits qui, parce que la personne mange correctement, en fait, on va lui donner cette espèce il n'y a pas des quantités très importantes, mais il y a des quantités pour vraiment s'assurer que tous ces micronutriments sont couverts par l'alimentation, même si, encore une fois, elle est supposée avoir un régime alimentaire qui a été calculé par le plan. On rajoute des oméga 3, enfin là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les oméga 3 sont aussi très intéressants, plutôt sur du niveau EPA, alors que les hommes, c'est plutôt DHA, mais on a une source d'EPA quotidienne sur des oméga 3. Et ensuite, on a deux autres formulations sur la diapo suivante. Donc, évidemment, on a formulé une première formulation qui est à gauche. Eh bien, vous retrouvez finalement ce que l'on voyait tout à l'heure. On a mis des inositol, évidemment, dans cette proportion de 40:1 entre le myoinositol et le déchloroinositol, du chrome, du coenzyme Q10 pour ce côté antioxydant. Évidemment, un support un renfort en vitamine B9, hein, très très important. Et alors, il y en a aussi dans l'essentiel, mais il y en a une quantité un peu supérieure. L'objectif, c'est que vraiment, si la personne prend les essentiels que l'on vient de voir,
plus celui-là, on arrive à une quantité un peu plus importante qui reste en deçà de ce qui est autorisé, évidemment, par la réglementation pour ne pas arriver à des doses qui pourraient être problématiques. On a apporté la vitamine B9 hein, sous la forme de 5 petites tétradophylates parce que à la fois c'est à la mode, mais bon, il n'y a pas de grande preuve clinique que finalement c'est meilleur, mais visiblement c'est demandé. Deuxième formulation, elle est vraiment plutôt pour lutter contre le stress ox, qui soit en lien avec l'âge ou avec la pollution, toutes ces choses-là. Donc là, on est plutôt sur vraiment de la carnitine, évidemment, c'est un petit peu la base. C'est vraiment un antioxydant très intéressant, comme j'espère. On l'a vu, de la vitamine C, des resveratrol, qui est aussi un produit intéressant, sélénium, zinc, et un petit bon complément aussi en B9 et en D3, parce qu'on sait combien c'est important. Voilà à peu près, je crois que j'ai terminé à peu près aussi dans les temps. Merci. Merci Eric, très, très clair également. Je crois que ce qui est bien, c'est que les deux topos sont complémentaires. Je propose qu'on commence par les questions. Alors, je ne sais pas comment je vais recevoir les questions, si c'est si les gens interviennent directement. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai quelques-unes, si personne n'en a. Alors, écoutez, moi, je vais me lancer, du coup, si je vois qu'il n'y a personne. En fait, j'avais une question pour Rachel, déjà. Tu as bien montré l'impact de l'obésité sur l'augmentation de l'infertilité. Tu as évoqué l'intérêt d'un régime alimentaire pour améliorer les chances de grossesse. Et qu'en est-il finalement de ce qu'on appelle d'un mot très général, la malbouffe? C'est-à-dire, on voit finalement aujourd'hui, si on habite Paris et qu'on roule en voiture, on passe son temps à se faire doubler du matin au soir par 28 Deliveroo et autres livreurs de junk food. Donc les gens, et quand on discute avec des gens qui ont des restaurants, énormément de gens maintenant mangent rapidement dans leur bureau un sandwich, une salade plus ou moins fraîche, etc. Et finalement, l'alimentation a beaucoup changé, je dirais, ces dernières années, par le que les gens, pas forcément qui mangent mal au sens trop de ceci ou trop de cela, mais qui mangent en fait de la mauvaise alimentation. Est-ce qu'on a des... C'est ça, hein, François, qui mange mal, c'est qu'il mange déséquilibré, en fait. Oui. C'est qu'il mange déséquilibré. Ou des mauvais produits, ou des mauvais produits. Alors, d'abord, moi, je n'ai pas d'action chez Deliveroo, Uber Eats, je vous rassure tout de suite, mais on ne sait pas si c'est mauvais ou pas. Tu sais qu'ils peuvent livrer, ils livrent ce qu'on leur commande. Bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame là-dessus. En termes par contre, de graisse, de type de graisse, de type de glucides, de type de lipides. Et donc là, on n'est plus sur une notion, en effet, alors je ne sais pas si c'est de la malbouffe, mais en tout cas de régime déséquilibré. Oui, je vous ai présenté juste comme ça les travaux de Chavarro, qui lui proposait des recommandations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le calibrait. C'est-à-dire qu'en face de chacun, je ne sais pas, j'ai été peut-être un peu rapide, mais en face de chacun des items, il y avait un risque de trouble de l'ovulation. Et donc, c'est la première fois qu'on avait vraiment, alors c'est pas les 10 commandements, mais c'était les 8 commandements de Chavarro, la Bible, pour dire, voilà, si vous voulez éviter les troubles de l'ovulation, vous faites ça, ou vous ne faites pas ça. Il n'y a pas d'études en soi, parce que finalement, si on va sur, je ne sais pas si c'est ce que tu entends, les régimes McDo ou des choses comme ça, on va aller sur des types de graisses polysaturées, on va être sur trop de glucides, en fait, parce que ce type de régime, c'est associé à trop de glucides ou alors à des lipides qui sont de mauvaise qualité. Voilà. Donc, finalement, on retombe sur des données de nutrition classiques que les nutritionnistes connaissent bien. Moi, je ne suis pas nutritionniste. Hein. Je me réfère à ce qui est publié. Donc, oui, il y a un impact, en effet, sur les troubles de l'ovulation. Ça commence par l'ovulation, puis après, tu découles, voilà, jusque… Mais ce qui est intéressant, parce que moi, je suis peut-être passée aussi un petit peu rapidement, mais c'est que les interventions, en particulier les interventions, les 2 RCT, elles n'étaient pas conclusives. Elles n'étaient pas conclusives quand on avait comme outcome les taux de naissance vivante.
Et surtout, et là, j'en ai pas parlé, mais vous savez que c'est un petit peu mon dada, c'est que toutes ces études ont montré leurs limites lorsqu'il y a eu des interventions en termes d'alimentation pendant la grossesse sur la santé de l'enfant. En améliorant l'alimentation pendant la grossesse, chez des femmes obèses, par exemple, il y a eu des RCT. Malheureusement, il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de normalisation du poids des enfants, c'est-à-dire qu'il y avait toujours autant de petits et autant de macrosomes. Il y avait toujours les deux comment dire, extrêmes. Et ça, de notre point de vue, on l'explique par le fait que c'est trop tard. Et c'est pour ça que nous, on est très dans la préconception. Et je suis peut-être, enfin, je ne sais pas si je suis obsédée par le préconceptionnel parce que je suis en FIV, mais je pense que sincèrement, quand on améliore la qualité de l'ovocyte et la qualité du spermatozoïde, eh bien, on espère, en tout cas, je vous ai présenté Maclone, Tessibeut, etc., et Régine, c'est exactement leur vue, c'est vraiment de mettre l'accent sur la préconception pour espérer avoir une amélioration de la santé plus tard des enfants. Parce que l'objectif, c'est peut-être ça, peut-être pas forcément la fertilité. Je vais le formuler autrement. Si tu reçois une femme qui a un poids normal, enfin, ni en excès, ni en défaut, et qui te demande est-ce qu'elle doit avoir un régime alimentaire particulier pour augmenter ses chances de fertilité, la réponse est oui. Voilà. Donc, en fait, on passe très clairement via une enquête des prises alimentaires quotidiennes, un questionnaire alimentaire qui permet de déceler s'il y a des anomalies. C'est quelque chose qui doit être fait, bien sûr, par des professionnels. Je reviens sur le fait, et Pepsi reposait là-dessus, qu'à chacun son métier et que, voilà, personnellement, on fait appel à des spécialistes pour évaluer ces questionnaires alimentaires. Ça me semble important. D'accord. Alors, François, juste un petit complément sur justement la fenêtre d'opportunité pour traiter les femmes. Il y a une étude très intéressante à Saint-Antoine. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'alimentation de femmes, ils les ont suivies 3 ans après la naissance des enfants. Et ils se rendent compte que, alors je me souviens notamment, ils regardent alors c'est des études statistiques et ils regardent les corrélations. Notamment, ils regardent par exemple la corrélation avec la consommation importante de fruits et légumes frais. Et ils se rendent compte que les femmes qui, au moins 6 mois avant, avaient une consommation importante en fruits et légumes frais, avaient des enfants avec un taux beaucoup moins important de rhinite, je crois de mémoire, d'asthme et de rhinite allergique. Par contre, si le changement alimentaire se faisait moins de 6 mois avant la naissance, il n'y avait aucune différence. D'accord. Donc ça, effectivement, d'où le… Et aussi, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a un taux intervenir pendant la grossesse, effectivement, enfin, il y a tout ce que dit Rachel, et il y a même un taux d'avortement qui est un peu plus important, d'où l'intérêt, effectivement, d'interagir avant. Deuxième chose, c'était sur le régime et les calories. Là, il y a une étude que j'ai vue aujourd'hui, et qui fait une corrélation vraiment directe entre le nombre de calories par gramme de l'alimentation et la chance d'être fertile. Et on se rend compte que plus les femmes ont une alimentation riche en calories, alors c'est les fameuses calories vides, c'est manger des chips, ça apporte beaucoup de calories, pas beaucoup de nutriments. Et en fait, il y a vraiment une corrélation mathématique entre la quantité, la densité de calories des aliments et la chance de tomber enceinte rapidement. Alors, je vais te poser à toi une question finalement qui est un petit peu la même qu'à Rachel. Est-ce que toute femme qui se présente pour une consultation d'infertilité et qui va finalement être prise en charge, on doit lui prescrire à titre systématique des compléments alimentaires? Je ne sais pas, Rachel a beaucoup insisté sur la vitamine D. Je pense qu'elle a participé au fait que aujourd'hui, beaucoup de gens dosent la vitamine D à toutes les patientes infertiles. Moi, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Et je n'ai pas fait d'études, mais j'ai l'impression que 90% de mes patientes ont des taux catastrophiques de vitamine D. Ce n'est pas 90% de tes patientes, c'est 90% des gens en général. C'est-à-dire que toute la population. Voilà. Oui, mais donc ma question finalement, c'est est-ce que toute femme qui rentre dans un cabinet médical d'infertilité ne doit pas repartir avec des compléments alimentaires? Je te répondrai.
Je crois que c'est la question d'Éric, mais en ce qui concerne la vitamine D, c'est toute femme et même tout homme, on va dire les choses, qui nécessitent un réajustement. En ce qui concerne la vitamine D, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en ce qui concerne l'épidémie de Covid, ça a été extrêmement bien démontré il y avait une corrélation entre gravité des formes de Covid et carence en vitamine D. Voilà. Donc moi, de toute façon, je prône pour une normalisation et une supplémentation en vitamine D de tout le monde, on va dire. Hop, voilà, ça c'est fait. Après, je laisse Eric pour la question. Non, mais moi, n'étant pas médecin, je ne vais pas répondre ce qu'il faut donner aux patients, mais si on regarde la littérature, clairement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rachel, les deux nutriments qui sont problématiques par rapport à l'alimentation européenne, c'est la vitamine D et c'est les folates. Donc une supplémentation, je dirais quasiment systématique, préventive, je ne sais pas comment on l'appelait, avec des quantités encore une fois raisonnables. Donc on est à 200-300% des AJR par exemple en termes de dose. Je pense qu'une femme qui veut tomber enceinte, encore une fois, c'est plus le biochimiste qui parle, oui, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est pas des produits, quand on reste dans des quantités qui sont raisonnables, c'est pas des produits qui vont induire la moindre toxicité. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée, hein, c'est ce que je vous montrais avec les fameux nutriments dits essentiels. Je pense qu'apporter 100-200% des AJR pour être certain de couvrir. Après, effectivement, s'il y a une carence, il faut peut-être en trouver l'origine. Et ce n'est pas toujours par un apport exogène, ça peut être aussi d'autres problèmes. Mais oui, je pense qu'en termes de sécurité, je rejoins ce que dit Rachel et ce qu'on trouve dans la littérature. Nous, on espère, je vous ai présenté à la fin le score sur lequel on travaille, mais c'est un score qui se veut dynamique, c'est pas one shot, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'agir, d'intervenir sur ces différents constituants. Alors, je vous ai pas détaillé parce que c'est sous brevet, mais l'objectif, c'est d'interagir sur ces différents constituants et d'améliorer le score de façon à améliorer la fertilité. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique et une interaction pour améliorer. Et c'est le couple aussi. Vous connaissez mon cheval de bataille, c'est la femme et l'homme. Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Oui. Alors, moi, j'ai une question. Enfin, j'ai deux questions. Alors, à nos deux orateurs, j'ai rien vu sur endométriose et nutrition, ou alors j'ai pas été attentive. Est-ce qu'il y a un profil, justement, peut-être d'alimentation antioxydante à préconiser chez ces patientes qui ont de l'endométriose? Et voilà, de détailler un peu. Est-ce que j'ai été inattentive ou est-ce que ça n'a pas été évoqué? Non, parce qu'on n'a pas le temps de tout passer en revue. Hein. Tu as bien vu, Pascal, que j'ai été chronométrée et modérée de façon très efficace. Donc, tu n'as pas été contrôlé, tu as très bien tenu ton temps sans aucun contrôle. Non, il y a des choses, hein, il y a des choses, on rejoint un petit peu ce qu'on disait en termes d'alimentation déséquilibrée. Il y a pas mal de perturbateurs endocriniens, tu le sais Pascal, hein, puisque je parle à la maîtresse, la grande prêtresse de tout ce qui est mode de vie et environnement et fertilité. Donc il y a plus des choses côté perturbateurs endocriniens, mais du coup, avec les perturbateurs endocriniens, on rejoint tout ce qui est déséquilibre alimentaire, lipides, obésité, voilà. Mais c'est certainement une piste qui doit être explorée. Il y a évidemment plus de données de la littérature sur obésité, SOPK, etc. que sur endométriose. Oui. Voilà, est-ce que par exemple, une alimentation antioxydante vraiment très axée antioxydants pourrait réduire l'inflammation, les douleurs? J'ai rien vu moi là-dessus, hein, mais comme je sais. Alors il n'y a pas une littérature, ça n'a rien à voir par rapport à SOPK. Il y a probablement, il y a un log entre les deux. Je pourrais vous faire parvenir, Pascal. J'ai mon Zotero sous les yeux. Il y a une quinzaine de publications assez récentes, notamment chez la jeune femme, sur une prise en charge. Alors, on est plutôt sur l'anti-inflammatoire. Par exemple, j'ai vu passer, je crois que c'est un article iranien sur le gingembre, sur une supplémentation en gingembre. Encore une fois, c'est des choses qui sont assez connues. Le souci par rapport à SOPK, autant la supplémentation, on a vraiment des résultats cliniques qui relèvent presque de ce qu'on peut avoir avec des médicaments, hein, ce que vous connaissez avec des médicaments. Sur l'endométriose, vous le savez, hein, c'est beaucoup plus complexe. Donc oui, il y a des choses sur l'alimentation, autour de plutôt l'inflammation, évidemment antiox, parce que les mécanismes, et je vous enverrai ça, j'ai à peu près une dizaine d'articles qui ont moins de 10 ans sur des
Il y a un article très récent là, qui fait le point sur SOPK et endométriose, auquel je pense, là, que j'ai fait passer à nos diètes justement la semaine dernière, qui fait le point sur quel type de nutriments pour la femme endométriose. Il a été publié la semaine dernière ou il y a 10 jours. Je vous ferai parvenir. Juste une méthodologie, Pascal, mais tu sais mieux que moi aussi. Vous savez que Blandine, en ce moment, elle organise des PICO, c'est-à-dire une analyse rigoureuse, systématique de la littérature sur mode de vie, environnement et fertilité. Charlotte et Nathalie, qui étaient connectées, je ne sais pas si elles le sont encore, participent très activement à ces PICO. Et le problème, c'est la rigueur et l'analyse systématique des publications. En gros, les RCT, voilà, on va dire le haut niveau, et ça, malheureusement, Eric, les publications sur le gingembre, alors il y a tout, hein. Il y a l'huile d'olive, il y a les noix, il y a le gingembre, il y a, enfin, je ne sais plus quel autre truc. Souvent, c'est pas forcément très rigoureux en termes de petits échantillons. Voilà, exactement. Donc, moi, je suis très prudente. J'ai essayé de vous présenter des choses qui sont solides et qui sont plutôt robustes en termes de méthodos. Et du coup, ma deuxième question, c'est dans le profil de l'aménorrhée hypothalamique à qui on dit d'essayer de manger plus de lipides, etc., et qui n'y arrive pas. Est-ce qu'avec cette application Fab Life, il y a quelque chose de bien particulier qui a donné des résultats? Parce que moi, depuis le temps que je suis des aménorrhées hypothalamiques, depuis le temps que je leur demande de manger plus de lipides, j'ai jamais observé une restauration de l'ovulation. Voilà, ça c'est mon expérience perso, mais est-ce que tu as pu vérifier qu'elles aient modifié leur alimentation? Parce que souvent, c'est quand même des conduites alimentaires très difficiles à modifier. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. C'est un vrai problème. Alors, elles se gavent d'amandes, de noix, c'est ça. De tas de choses comme ça. Mais voilà, en pratique, on a toujours l'air un peu bête parce enfin, moi, personnellement, je reste assez coincée dans les conseils alimentaires chez ces patientes. Donc, je ne sais pas si avec cette application… Alors, on n'a pas de recul puisque c'est pas encore quelque chose qu'on a envisagé, mais par exemple, on pensait à du cétogène parce qu'on est encore une fois… nous, on n'aurait aucun problème à paramétrer dans nos algorithmes pour effectivement… parce que alors, ce qui est important par rapport aux patients, donc on a tout le côté scientifique, effectivement, il faut attendre des tonnes de lipides, etc. Les patients, ça ne les intéresse pas trop. Ce qui est important, et ce qu'on a développé justement à la fois chez les uns avec Bidadi et Bimum, c'est ce contact avec une diététicienne qui va donner des conseils extrêmement pratiques et des menus, des idées de menus. Parce que ce qui est compliqué, par exemple, un cétogène, mais je pense que c'est des régimes qui doivent ressembler à ceux que vous mentionnez, c'est pas tant de savoir ce qu'il y a. Il y a des milliers de livres sur Internet, c'est la capacité de le mettre en œuvre. Et c'est pour ça que vous avez dans les composants de notre programme, on a ce côté accompagnement, parce que au-delà de toute la science, mais encore une fois, la science, elle est disponible dans tous les livres, ce qui est important pour le patient ou la patiente, c'est d'avoir quelqu'un qui va le suivre dans la durée, lui donner des idées de programme, c'est-à-dire lui donner des idées de recettes, c'est vraiment l'accompagner au quotidien. C'est l'accompagner au quotidien pour justement trouver cette diversité et qu'il puisse suivre le repas. Parce que ce que disait François est évident, hein, si les patientes continuent à manger normalement et juste rajouter des noix ou des noisettes en plus, c'est pas un régime équilibré. Donc l'application aujourd'hui, on n'a pas de recul, je peux pas vous dire que ça marche pas. Ça, j'ai aucun, mais ça nous pose aucun problème de paramétrer en fait pour avoir des menus. Si vous voulez, on n'est pas du tout rentré dans le détail, mais nous, en fait, on a à peu près développé 1000-1200 recettes différentes. Et une fois qu'on a le nutrinome, on sait ce qu'on doit donner à la personne en termes de quantité de lipides, etc., eh bien, en fait, l'algorithme va chercher les menus qui sont adaptés à la personne, en fonction de ses goûts aussi. Si je peux complémenter rajouter des points par rapport à ce que disait Eric, en fait, on a lancé un premier programme qui s'appelle Bidadi pour monsieur il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et on doit avoisiner aujourd'hui plus de 200 patients qui sont là à travers et on est capable de voir jusqu'où ces gens-là utilisent l'application et l'utilisent au quotidien pour faire pour adapter leur alimentation. Sachant que l'idée qu'on a à travers ça, c'est quand même de faire évoluer leur comportement alimentaire au-delà de la supplémentation, mais vers un régime alimentaire qui est plus favorable à leur fertilité. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça marche plutôt très bien sur le programme Bidadi. C'est-à-dire que les gens font évoluer leur habitude alimentaire vers ce qu'on leur propose. On voit qu'ils utilisent ce qu'on appelle le meal planner, que les recettes proposées, alors on peut avoir à modifier.
En plus, cette application évolue quand même tous les jours, puisqu'on va tenir compte de leurs préférences alimentaires. Ils ont, comme le disait Eric, leur diététicienne qui est à leur disposition et qui les appelle régulièrement. Donc, effectivement, on arrive à faire évoluer le comportement alimentaire de nos patients. Et comme BIMOM, on l'a lancé il y a maintenant 3-4 mois, on n'a pas beaucoup de recul, si ce n'est que les premières personnes qui ont 2-3 mois d'expérience font des retours très positifs sur l'usage de l'application et sur la façon dont elles vont l'utiliser au quotidien. Donc après, effectivement, par rapport à des problématiques bien spécifiques, après, c'est des choix et des évolutions de l'algorithme pour favoriser telle ou telle alimentation. C'est quelque chose qui est très facile à faire de notre côté, puisque finalement, à l'issue de l'algorithme, on va proposer un profil en micronutriments assez précis pour cette patiente en fonction de ce qu'on veut, mais aussi de ses préférences et de ses spécificités. Les discussions par rapport à la question de François sur la supplémentation, nous, ce qu'on fait le constat quand on démarre le projet sur cette problématique de l'infertilité, c'est que la supplémentation gagne toute son efficacité quand on a déjà une alimentation saine. Et comme l'a dit Eric au début de sa présentation, c'est de la supplémentation. On va apporter un supplément, quelque chose en plus. Et donc, l'idée qu'on a à travers BIMOM, effectivement, c'est d'offrir ce couloir d'alimentation qu'on va qualifier équilibré et parfaitement adapté à la problématique de l'infertilité de madame, qui n'est pas nécessairement un régime tout à fait classique, et par ailleurs, une supplémentation qui est liée évidemment à la personne, à sa problématique de fertilité, mais aussi à ses problématiques spécifiques de perte de poids ou SOPK ou ce type-là. Donc, voilà ce qu'on apporte. Ce qu'on essaye d'apporter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, je pense que c'était extrêmement clair. Je pense que toute la conférence peut être vue en replay. Je voudrais préciser, bon, ça a déjà été un petit peu fait par Olivier, qui est le big boss de Fab Life. Je ne t'ai pas présenté, mais je te présente du coup. C'est qu'aujourd'hui, le webinaire était consacré à BIMOM, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une expérience Bidadi qui s'intéresse à aider les hommes, à accompagner les hommes dans le même schéma de prise en charge. Vous le savez, la grosse différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, on a ce spermogramme qui nous permet d'évaluer l'effet de certaines prises en charge, de certaines supplémentations, etc. Mais malheureusement, chez la femme, on ne dispose pas de ces outils. Il faudrait suivre le nombre de grossesses pendant 20 ans, donc on n'a pas le temps et on n'a pas les possibilités de le faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que dans le programme, Eric y a fait allusion rapidement tout à l'heure, dans le programme Bidadi, on s'est appuyé sur une étude scientifique dont Rachel Lévy a été l'investigatrice principale et qui a montré que la prise en charge du programme Bidadi avait permis de réduire de 50% la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes et avait par ailleurs, comme effet collatéral, abouti à des pertes de poids nettes chez les hommes, avec pas mal de grossesses spontanées. Évidemment, on va avoir du mal à le démontrer pour BIMOM, mais basé sur le fait que cet accompagnement a permis une amélioration des paramètres de fertilité chez l'homme, je pense qu'on peut imaginer qu'on obtiendra des bons résultats chez la femme. On espère pouvoir le démontrer. Je crois que le gros avantage quand même, c'est le coaching. On le sait bien avec les pertes de poids. Perdre du poids tout seul chez soi, c'est quand même compliqué. Le faire accompagné par des rendez-vous, des rappels, des conseils et des conseils pratiques, c'est très bien. Toute l'espèce d'énorme marée de tous ces composants que tout le monde veut ajouter pour la fertilité, il y a évidemment plein de choses. Ben là, on a quand même une équipe de scientifiques qui ont défini des profils d'accompagnement et de supplémentation. Et je crois que c'est un plus. Et finalement, on se retrouve avec une possibilité d'offrir à nos patients un accompagnement tant chez la femme que chez l'homme qui va leur permettre, outre les traitements qu'on va leur donner,
d'avoir un mode de vie plus favorable à la fertilité. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie Rachel Lévy, Éric Lémenière de leur topo, les auditeurs, et évidemment, s'il y a d'autres questions, vous pourrez les poser directement, autrement par d'autres réseaux, lors des rendez-vous que vous pourrez prendre avec les gens qui s'occupent de ces programmes. Merci.